disais votre rapport. En fait, ce n'est pas notre rapport. C'est votre rapport plutôt. Et je salue la qualité exceptionnelle de ce rapport. Il est bien écrit, complet, exhaustif, en dehors de quelques mots que le rapporteur a très vite et très aisément intégrés. Après ça, je voulais dire un mot de remerciement. Remerciement d'abord à l'endroit du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, avec ceux qui ont pris la parole et qui ont tenu des propos très aimables à mon endroit, parfois même exagérés sur mes qualités ou ma personne, avec une mention particulière au brillant plaidoyer du président du groupe parlementaire, Maître Oumar Youm. Mais c'est normal aussi, c'est un avocat talentueux, connu. Je voudrais aussi faire une mention particulière à mes concitoyens, j'allais dire, de Rufisque, l'honorable Souleymane Ndoye, l'honorable Seydou Diouf, et à tous les députés qui ont pris la parole pour tenir des propos très aimables à mon endroit. Les Wolofs disent « Koulim Djoum », mais j'aurais voulu tous vous citer. Mais je voulais aussi dire ce même mot de gratitude à l'endroit des députés de l'opposition qui ont pris la parole, certains pour louer mes qualités intellectuelles, d'autres pour formuler des critiques à l'endroit de mes positions, de mes opinions, de ma pensée. Ça ne me dérange pas, c'est aussi la démocratie. Les gens me disent toujours, mais professeur, vous faisiez l'unanimité, mais maintenant on vous critique avec la politique. J'ai dit, mais si je voulais continuer à faire l'unanimité, je reste à l'université, je fais mes cours, je rentre chez moi. Si je m'engage en politique, j'assume mes positions et je suis prêt à accepter les critiques. Pas de problème. C'est normal. Et il ne faut pas en vouloir à des gens parce qu'ils vous critiquent. Ils disent ce qu'ils pensent de vous. C'est vrai que maintenant les attaques ad hominem, c'est-à-dire quand on s'attaque à votre propre personne, en vous traitant de nervis constitutionnels, c'est pas poli, mais c'est pas grave. En fait, quand on comprend bien français, on peut être plus courtois, plus enrobé, plus fin, plus éloquent dans le propos. Mais quand on est brutal aussi, c'est pas grave. Il faut prendre chacun tel qu'il est. Il ne faut pas prendre les individus tels qu'on voudrait qu'ils soient, mais il faut les prendre tels qu'ils sont. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, tous ceux qui ont pris la parole tout à l'heure. Et j'ai trouvé l'ambiance de l'Assemblée nationale au début très joviale, très colorée, très polémique, comme l'ambiance doit l'être dans une Assemblée nationale. Mais j'ai été attristé quand on a levé la main sur une femme, quand on a frappé une femme, quand on a humilié une femme. Là, j'étais attristé. Mais sinon, tout le reste, oui, bon tailleur constitutionnel, oui, l'attaque, etc. Non, ça, c'est pas grave, c'est la politique. La politique, il faut jouer à se faire peur un peu. La politique, il faut chercher à intimider l'adversaire, à l'impressionner. Ça participe de la bataille psychologique. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais franchement, les coups rudes, avec des mains guéries, qui ont été portés à la femme, franchement, ça c'est... Franchement, je le connais. Perception de la justice. La perception de la justice. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, il faut restaurer, il a dit, il faut restaurer la confiance qu'il y a entre la justice et les Sénégalais. Mais j'ai dit, c'est bien, c'est ce qu'on dit aux États-Unis. Il faut restaurer la confiance entre les Américains et la justice. La dernière loi en France s'intitule loi portant restauration de la confiance des Français envers la justice. C'est comme ça que s'intitule la loi. Loi portant restauration de la confiance des Français envers la justice. Une loi qui s'intitule comme ça. Ça veut dire que la justice, elle est critiquée de façon universelle. Je le dis souvent aux magistrats. Quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Quoi que vous disiez, vous serez critiqué. Quelle que soit la qualité des décisions que vous rendez, vous serez critiqué. Ben évidemment, parce que quand vous rendez une décision, il y en a qui sont contents, ils vont dire le juge est bon, et il y a d'autres qui ne sont pas contents, qui vont dire que le juge est mauvais et que la justice n'est pas indépendante. On fait avec.
Donc la critique de la justice, c'est une critique universelle. Et moi-même, je suis d'accord qu'on critique de façon universelle parfois la justice. Parce que parfois elle est complexe. Dans sa rhétorique, dans sa façon de faire, dans son organisation. Elle est lente parfois. Elle est chère. Parfois elle est inaccessible. Et parfois on a l'impression qu'elle favorise une partie sur l'autre. Et souvent, et surtout, la justice, elle est imprévisible. Imprévisible. Et personne ne contrôle la justice, contrairement à ce que vous croyez. Personne. Même l'État ne contrôle pas la justice. Ben évidemment, il y a un chaînon de la justice que l'État contrôle plus ou moins. C'est le déclenchement des poursuites, le procureur, parce que le procureur, il agit sous les instructions du garde des Sceaux, etc. Et mais quand le procureur poursuit, le garde des Sceaux ne peut pas l'arrêter. Mais le garde des Sceaux peut, parce qu'il applique la politique pénale définie par le gouvernement et notamment le président de la République, dire il faut instruire, il faut poursuivre, il faut être plus sévère pour réprimer la lutte, le vol de bétail, il faut être plus sévère contre les viols, il faut être plus sévère contre le trafic de drogue. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tout le reste de la chaîne de la justice, l'État ne la contrôle pas. Pas du tout. Le procureur, d'ailleurs, ceux qui sont habitués au procès savent que le procureur c'est une partie. Hein. Il requiert. Les avocats parlent, la partie civile parle, et c'est un juge qui tranche. Qui n'est contrôlé par personne, régi par la mobilité. Le parquet ne contrôle pas tout. C'est pour ça que quand on dit le procureur est puissant, je dis ouais, bon, puissant, mais il faut relativiser. Il n'est pas si puissant que ça. Parce qu'en réalité, il ne s'arrête que lorsqu'il s'agit de déclencher les poursuites. Parfois même, dès qu'un juge d'instruction est saisi, il ne contrôle plus rien. Donc oui, pour des réformes. Oui, éventuellement, pour un juge des libertés. Moi, je ne suis pas fermé à ça. Mais il faut, je pense, être raisonnable et comprendre que les parquets ou les procureurs n'ont pas cette puissance qu'on leur donne et qu'on est, dans notre pays, dans le cadre d'une justice de qualité. Au Sénégal, yàlla dimbali nañu ba justice bi ñu am nekk na une justice de référence. D'abord, c'est une vieille justice. dëkk yu bari ay 1990 bi ñu defee seen conférence nationale yi la ñu commencé di am justice. Fii justice dafa yàgg. Depuis 1960. En 1960, le président de la Cour suprême a dit au président Senghor, même nos erreurs s'imposent à vous. Même nos erreurs s'imposent à vous. Ici, c'est depuis les années 60 qu'on annule des décrets du président. 60, jusqu'à présent. Le président prend un décret, on annule. Il y a des pays où c'est inimaginable. Annuler un décret du président, inimaginable. Eh bien, ici, ça se fait. Ici, régulièrement, on condamne l'État. Ça se fait. Et la justice, ce n'est pas la justice pénale. Ce n'est pas 1, 2 ou 3 cas. Non, la justice, elle est plus globale. Notre justice, c'est la justice commerciale, comme le disait tout à l'heure excellemment Maître Oumarioum. C'est la justice sociale, la justice du travail. C'est la justice familiale. C'est la justice administrative. C'est la justice civile. La justice, ce n'est pas que la justice pénale. Aujourd'hui, le fait d'avoir un tribunal de commerce nous a permis de gagner des points dans le doing business. Parce qu'on a modernisé notre justice commerciale. Donc la justice, elle est plus complexe que ça. Nous avons une justice qui a une histoire. Une justice qui se fonde sur des textes de référence, repris par beaucoup de pays d'ailleurs. Des textes de qualité, sur le statut des magistrats, sur l'organisation judiciaire. Nous avons une justice qui a des infrastructures. Il est vrai que les infrastructures aussi ont pour la plupart vieilli. D'où le premier, on y reviendra tout à l'heure. Mais ici, très tôt, on a eu de beaux palais de justice. On a eu des infrastructures judiciaires, des tribunaux, des palais. Malheureusement, on n'a pas eu de prison. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on a des infrastructures de qualité, mais surtout, on a des ressources humaines de qualité dans la justice sénégalaise. Et quand je dis ressources humaines, je pense à nos magistrats, qui sont souvent cooptés dans des juridictions internationales, dans des juridictions onusiennes. Les magistrats de qualité. Mais il n'y a pas que les magistrats. Non. Nous avons des avocats de qualité dans ce pays. Récemment, les avocats ont convoqué 1000 avocats. Le congrès international des avocats, ça a été fait ici. 1000 avocats. Pourquoi? Parce que le barreau du Sénégal est un barreau de référence. Nous avons
des officiers ministériels, des huissiers, des notaires, de qualité. Récemment, quelqu'un m'a dit, Monsieur le ministre, je suis actuellement à Lomé, mais votre DACS a convaincu avec talent tous les pays de s'aligner sur le modèle sénégalais. La discussion portait sur l'âge de la retraite. Je vous félicite, Monsieur le DACS. Les ressources humaines, donc les greffiers, nous avons même des greffiers qui vont au plan international. Et un greffier, et je le remercie, je n'ai pas retenu son nom malheureusement, il a fait un brillant plaidoyer pour la cause des greffiers notamment. Mais il a raison, il y a un départ massif des greffiers, c'est vrai, mais parce qu'ils sont aussi de qualité. Parce qu'il ne s'en va pas qui veut. Il y a des gens qui voudraient bien changer de travail, mais ils ne peuvent pas. Mais si les greffiers peuvent partir facilement, c'est que c'est des greffiers aussi de qualité. Bref, nous avons des ressources humaines de qualité dans le domaine de la justice. Et depuis longtemps, mais de façon plus accentuée, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, le maître mot de la justice, c'est la modernisation. Évidemment, après, on vous dira, non, vous ne modernisez rien parce qu'il y a tel procès. Vous ne modernisez pas 2, 3 procès. Mais ce n'est pas 2, 3 affaires qui vont tout de même empêcher de voir la dynamique aujourd'hui qui traverse la justice sénégalaise, qui est celle de sa modernisation. On a beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, je vous parlerai de ça. Donc, c'est une justice qui est traversée aujourd'hui par la modernisation. Le président Macky Sall a décidé de faire de la justice une justice moderne, qui réponde aux standards internationaux et dans tous les domaines. Évidemment, je ne pourrais pas citer tous les domaines parce que le temps passe. Je vais juste évoquer quelques aspects pour illustrer la dynamique de la modernisation qui traverse aujourd'hui la justice sénégalaise. Et c'est pour ça que le budget que nous avons, dans les standards internationaux, il est recommandé qu'un pays qui se dit État de droit, démocratie, respectueux de sa justice, consacre au moins 1% de son budget à la justice. 1% de son budget à la justice. Nous sommes bien au-delà, chez le ministre des Finances. Bien au-delà. Nous avons 80 milliards sur un budget qui fait un peu plus de 6 000 milliards. Bien au-delà. Ça veut dire donc que déjà, les pouvoirs publics, l'État, le président qui définit la politique de la nation, a du respect pour la justice. Et ce respect pour la justice, on le voit d'abord au niveau des infrastructures. Tout à l'heure, je le disais, nous avions des infrastructures de justice de qualité, les palais, les tribunaux, mais ils ont vieilli. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle le PROMIJ pour la modernisation des infrastructures judiciaires. C'est 250 milliards. On doit réaliser les infrastructures sur 6 ans et le financement c'est sur 10 ans avec une allocation annuelle de 25 milliards par année pour réaliser 69 infrastructures judiciaires. Et attention, quand on dit infrastructures judiciaires, il y a les palais de justice qui comptent parfois des cours d'appel, des tribunaux, TGI ou tribunaux d'instance, mais il y a aussi les prisons. Et là, le président Macky Sall a vaincu le signe indien. Pendant longtemps, c'était un peu notre tradition, notre culture. Ceux qui ont gouverné le Sénégal avaient fait l'option de ne pas construire de prisons. Les prisons n'ont jamais été construites. Jamais. Même les prisons que nous avons actuellement, c'est des extensions. C'est des réhabilitations. Mais il n'y a pas de construction de nouvelles prisons. Souvent d'ailleurs, les infrastructures pénitentiaires que nous avons ne sont pas des infrastructures pénitentiaires. Elles avaient une destination initiale et on les a souvent reconditionnées en prison. Une des rares, c'est les prisons qui sont dans les grandes villes, Dakar, Saint-Louis, qui ont été construites notamment par les colons, les colonisateurs plutôt. Mais aujourd'hui, le président a fait l'option de construire des prisons. On a aussi des infrastructures pour l'éducation surveillée. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la justice, la première chose, c'est quoi? C'est que nous avons une carte judiciaire qu'on est en train de réaliser et qui a une seule vocation. C'est rapprocher progressivement, parce que ce n'est pas facile de le faire du jour au lendemain, mais de rapprocher progressivement la justice des justiciables. Ce n'est pas simplement un aphorisme, ce n'est pas simplement une pétition de principe. Non, c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle.
Et je salue les députés qui ont tout à l'heure évoqué des cas illustratifs. Installation des tribunaux de grande instance. À Kédougou, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour aller à Tamba. Ils ont maintenant un TGI, un TI à Saraya, un TI à Salemata, une cour d'appel à Tamba, etc., etc. Donc, la volonté, c'est donc de réaliser progressivement la carte judiciaire. Et depuis 5 ans, la carte judiciaire est réalisée quasiment à plus de 70%. Et dans les 2 prochaines années, Inch'Allah, même dans l'année qui suit, même, elle sera réalisée au moins à 95%. J'en profite pour répondre à mon concitoyen, l'honorable Souleymane Ndoye. Effectivement, Rufisque aura son tribunal de grande instance. Mais la justice, on ne peut pas se réveiller et construire tout d'un coup les infrastructures. Non. C'est pour ça qu'en attendant que les infrastructures se réalisent, et je vous assure, dans tous les pays, ça s'est fait comme ça. Dans tous les pays, on a utilisé des infrastructures de fortune en attendant de réaliser de vraies infrastructures judiciaires. Pour qui connaît par exemple des pays comme la France ou comme la Belgique, ben, il fait autant, c'est dans des hangars qu'on rendait la justice. Mais 10 ans après, c'est de grands palais qui ont été construits. Ici, c'est l'option. Donc on réalise la carte judiciaire, mais on ne va pas dire non. On va croiser les bras, ne pas réaliser la carte judiciaire parce que nous n'avons pas construit de bâtiment. Non, même si on ne construit pas de bâtiment, c'est pas grave. On peut rendre la justice, on n'a pas besoin d'être propriétaire du bâtiment, l'État n'a pas besoin d'être propriétaire du bâtiment pour rendre la justice. L'essentiel, c'est qu'il faut rendre la justice. L'essentiel, c'est qu'il faut rapprocher la justice du justiciable. L'essentiel, c'est qu'il faut faciliter les choses aux citoyens, notamment aux justiciables. C'est ainsi, par exemple, qu'à Mour, on n'a pas de bâtiment. Mais on a loué un immeuble et on a installé le TGI. 30 à 40% du contentieux de Thiès, c'est à Mour. Mais on met le TGI de Mour, même s'il n'y a pas de bâtiment. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire un peu partout. Guinguinéo a été évoqué, c'est ça qui a été fait. Souleymane Ndéné a eu d'ailleurs la générosité de vouloir prêter à l'État sa maison. Mais on a dit non, on n'accepte pas de prêt, non. C'est l'État, il faut formaliser, il faut conventionner. Pour installer le TI. Mais en attendant que le TI soit construit à Guinguinéo. Donc la dynamique, c'est ça. C'est réaliser la carte judiciaire avec les moyens du bord, avec la perspective de construire les infrastructures judiciaires qui répondent aux standards. Et donc le premier, c'est, comme je l'ai dit, un programme très ambitieux. Le lot 1, il y aura un palais de justice à Pékin, Guédiawaye, Tivaouane, Fatick, Diourbel, Mbour, le siège de la direction de l'éducation surveillée, le camp pénal de Sébikotane. Donc justement, c'est ça la nouveauté. C'est que le Sénégal prend, près de 60 ans après son indépendance, la décision, enfin, de construire des prisons. Parce que aussi, c'est ça, en réalité, la cause première de la surpopulation carcérale. Pourquoi on a l'impression qu'au Sénégal, et ce n'est pas une impression, c'est une réalité, qu'il y a une surpopulation carcérale. Mais ça s'explique parce que nous n'avons pas de prison. Il y a beaucoup de pays, même africains, qui ont beaucoup plus de prisons rapportées à la population qu'au Sénégal, mais l'effet se sent moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit des prisons. Nous, on n'en a pas construit. Nous avons aujourd'hui en moyenne 12 500 prisonniers, en moyenne. Parfois ça peut faire moins. L'honorable Birame Souleye Diop a raison. Parfois ça peut faire moins. Ça peut aller jusqu'à 11 000. Parfois ça peut monter un peu. Mais en moyenne, c'est 12 500. Mais dans un milieu, on ne construit pas de prison. Et ça, c'est un problème. Mais là, aujourd'hui, il y a des prisons qui vont être construites. Le camp pénal de Sébikotane, la maison d'arrêt et de correction de Fatick, ça a commencé d'ailleurs. Ce que je dis, ce n'est pas au futur. Non, ce n'est pas au futur de l'indicatif. C'est au présent. C'est des infrastructures qui sont en train d'être réalisées, avec parfois des taux d'exécution jusqu'à 30 à 40%. Notamment à Fatick, où j'ai reçu d'ailleurs les remerciements et les félicitations de la députée de Fatick. La direction de l'administration pénitentiaire, dans le lot de le palais de justice de Mbaké et de Matam, les tribunaux d'instance de Dagana, Podor, Kanel, Ranérou, Kébémer, honorable Lamine Thiam. Linguère, vous avez raison. Complexe éducatif de protection judiciaire et sociale de Dakar et Fatick. Maison d'arrêt de Louga. Mais à Louga, on aura une grande prison. Et une prison, c'est cher, c'est beaucoup plus cher qu'un tribunal. C'est beaucoup plus cher qu'un hôpital. Parce qu'il y a des installations spécifiques. Le complexe éducatif de la DSPS.
Et dans ce programme, toujours, il va y avoir les sièges de la chancellerie et de la Cour suprême. Les maisons d'arrêt et de correction de Vélingara, la construction des juges de palais, des juges de Kédougou, Kolda, les tribunaux d'instance de Bambey, Nioro du Rip, Gossas, Koungheul, Guinguinéo, Oussouye, Bignona, Bunkiling, Vélingara, Goudomp, Koumpentoum. Voilà, donc c'est un programme qui est extrêmement ambitieux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais conclure, parce que le temps presse. Mais j'avais beaucoup de considérations sur la surpopulation carcérale. Je disais tout à l'heure, la première cause explicative, c'est qu'on n'a pas construit de prison. Deuxième cause, c'est quelque chose qui est positif, mais qu'il faut gérer, et que parfois on n'a pas toujours bien géré. C'est la criminalisation de certaines infractions. La criminalisation, par exemple, du viol, a engorgé les cabinets d'instruction. Parce que dès lors qu'on est en matière criminelle, il y a l'obligation d'aller à l'instruction, et parfois l'instruction prend du temps. C'est pour ça, et ça je compte sur vous, l'honorable député, la prochaine réforme qui changera aussi les choses, c'est de permettre d'encadrer la détention en matière criminelle. Parce qu'aujourd'hui dans notre pays, depuis 1999, on a encadré la détention en matière correctionnelle. C'est 6 mois. Vous jugez la personne, vous la laissez rentrer. C'est un progrès civilisationnel. C'est la même chose que nous vous demanderons dans quelques mois à faire en matière criminelle. Même en matière criminelle, nous voulons maintenant qu'il y ait un encadrement de la détention en matière criminelle. Au bout d'1 an, que ce soit du viol, que ce soit des trucs, etc., sauf pour certaines infractions spécifiques comme le terrorisme, etc. Mais là aussi, il faudra encadrer, parce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une surpopulation carcérale. Et vous avez raison en parlant des statistiques, honorable Birame Souleye Diop. On est quasiment sur du 50-50. Et c'est grave. Mais on est sur du 50-50 parce qu'on a criminalisé des infractions, ce qui allonge les durées de la détention. Mais si on fait cette loi va changer beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, les efforts, c'est quoi? C'est de comprendre c'est quoi le problème et d'essayer de trouver des solutions. Et cette loi va régler le problème. Mais ça aussi, ça va régler le problème, le bracelet électronique. Et ça aussi, ce n'est pas des chimères, ce n'est pas du rêve, on ne parle pas du futur, c'est déjà installé. C'est déjà effectif. Il y a des députés, je voudrais en profiter pour les remercier, qui étaient là lorsqu'on lançait le bracelet électronique, avec notamment le centre de surveillance électronique, qui est le premier centre de surveillance électronique d'Afrique de l'Ouest, et le deuxième en Afrique, où on va permettre maintenant à des citoyens sénégalais, si on est en matière d'instruction, de rester sous instruction, mais de ne pas aller en prison. Parce qu'on va leur mettre le bracelet électronique. S'ils font l'objet de condamnation pour certaines infractions et certaines condamnations, ils sont éligibles au bracelet électronique. Et on pourra leur mettre le bracelet électronique. Ils vont rester chez eux, vaquer à leurs besoins, pouvoir travailler et rester avec leur famille. Le bracelet électronique, c'est ça qui va le permettre. Et ça, c'est du moderne. Donc quand on dit modernisation, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots creux. La modernisation de la justice, c'est une réalité au Sénégal. 1000 bracelets électroniques, on va en acquérir encore 1000. Après expérimentation, on va voir. Mais je vous rassure, toutes les infractions ne sont pas éligibles au bracelet électronique. C'est bien encadré dans la loi. Je n'ai pas le temps, c'est pour ça que je ne peux pas revenir dans les détails. Mais je vous dirai juste quelque chose. Les cas de détournement de deniers publics ne sont pas concernés. Ce n'est pas parce qu'on a détourné des deniers publics qu'on est... Sauf si on rembourse l'intégralité des montants qui sont en question. Là, on peut être éligible au bracelet électronique. Donc le bracelet électronique ne concernera pas certaines infractions, comme le viol ou certains types d'infractions graves. Mais ça permettra une mesure pour gérer l'instruction, que l'individu soit à la disposition de la justice, parce que vous l'avez tout à l'heure rappelé, honorable Birame Souleye Diop, parfois c'est des problèmes de garantie de représentation, mais désormais le problème ne se posera plus. Vous serez libre tout en restant à la disposition de la justice. Et lorsqu'on verra aussi qu'un individu condamné, homme ou femme condamné à un bon comportement, lui mettre aussi le bracelet électronique et lui permettre et faciliter ainsi sa réinsertion sociale. Monsieur le Président, il y a beaucoup de questions spécifiques sur lesquelles je voulais bien dire un mot, mais je vois que j'ai l'impression que voilà, parce qu'on a posé quand même des questions sur l'indemnisation. Et je vois qu'honorable Birame Souleye Diop, vous avez bien présenté, vous avez bien préparé votre dossier. Là, vous avez posé des questions très précises sur l'indemnisation. Mais voilà, pour répondre rapidement à vos questions, vous l'avez bien compris, c'est une commission qui siège au niveau de la Cour suprême et qui prend en charge la question. Et là aussi, ce n'est pas du fictif.
Juste pour vous donner un exemple. 2 personnes ayant fait l'objet d'une détention suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement ont perçu respectivement des indemnisations de 4 millions de francs CFA et 3 500 000 payés sur les frais de justice suite à ces décisions de la commission spéciale siégeant à la Cour suprême. Vous avez posé des questions maintenant sur la possibilité de contester, etc. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je voudrais bien avoir une autre occasion pour approfondir ces questions avec vous. On a parlé aussi des conditions de détention des femmes. Les femmes, c'est 3%, fort heureusement. Les femmes ne sont pas des délinquantes en général. C'est pour ça qu'il ne faut pas les frapper. Ils sont 3% dans les prisons, sur les 12 500. C'est à peu près 3 000 femmes. Et souvent, parce qu'elles sont moins nombreuses dans les prisons et parce qu'elles savent mieux que les hommes prendre en charge leur environnement, souvent, elles sont dans des conditions bien meilleures que celles des hommes. Oui, on les laisse avec leurs enfants, mais c'est mieux de les laisser avec leurs enfants que de les séparer avec leurs enfants. On ne sépare pas un enfant de sa mère. Sur l'administration pénitentiaire, le projet de loi est prêt. La torture en prison, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais des dispositions ont été prises pour que ça n'existe pas. 1, le Sénégal a ratifié les conventions. 2, on a mis quelque chose de très important, révolutionnaire, qui n'existe même pas en Europe. La présence de l'avocat dès l'interpellation. En Europe, ils disent dès la garde à vue. Ici, c'est dès l'interpellation. Serigne bi commissaire Wonel dama la soxla nga ko waaw xaaral ma jël avocat tout de suite dès l'interpellation. Et une des fonctions justement c'est d'empêcher que la personne puisse être torturée et soit amenée à dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire. Et quand la loi a été prise, c'est un règlement d'ailleurs de l'UEMOA, on l'a mis dans le code pénal et moi-même lors de mon premier passage, j'ai pris une circulaire pour dire qu'il faut respecter ça. Et aujourd'hui, tous les officiers de police judiciaire le comprennent. Et quand ce n'est pas respecté, c'est une cause d'annulation. Donc, ça, on l'a fait. Ensuite, il y a un observateur des lieux de privation de liberté. Ce n'est pas seulement les prisons, d'ailleurs, les commissariats, les brigades de gendarmerie, ça, et qui fait des rapports. Et c'est une autorité administrative indépendante. Et tous les cas de torture qui nous ont été signalés ou qui ont été signalés ont été sanctionnés. Il y a eu quelques cas, je l'avoue, 1 ou 2 cas. Mais immédiatement, les régisseurs ont été sanctionnés. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais voilà. La situation du Sudjust, bon, maintenant, c'est presque terminé parce qu'il y a une commission qui existe au niveau du ministère et avec le Sudjust, on s'est accordé pour revoir le décret régissant le CFJ et les greffiers vont passer progressivement de la hiérarchie B à la hiérarchie A2. Bon, Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas abuser. Je vais m'arrêter là, mais juste pour adresser un dernier mot de remerciement à tous les députés, de la majorité comme de l'opposition, et vous dire juste que notre justice n'est pas parfaite. Aucune justice n'est parfaite d'ailleurs au monde. Mais notre justice est une justice de référence en Afrique. Notre justice est une justice de référence dans le monde. Actuellement, il y a des délégations de pays africains. Je dois d'ailleurs en rencontrer 2 demain, qui viennent ici pour s'inspirer du modèle sénégalais, qui viennent ici pour regarder notre politique pénale, qui viennent ici pour regarder notre justice commerciale, qui viennent ici pour regarder notre justice de proximité, qui est une justice de référence. Et au niveau de la justice de proximité, j'ai bien noté le plaidoyer demandant le recrutement des 18 qui n'ont pas été encore recrutés, mais je dis quand même que les jeunes qu'on recrute, qui sont tous des maîtrisards en droit, ils ont chacun 250 000 francs. Et il n'y a aucun retard, en attendant le recrutement, évidemment, dans la fonction publique. Donc nous avons une justice de référence, nous avons une justice de qualité, qui a évidemment ses défauts, comme toutes les justices, mais globalement c'est une bonne justice. Il ne faut pas que cette image de notre justice soit ternie par 2 ou 3 affaires. Évidemment, les 2 ou 3 affaires aussi, c'est vrai qu'il faut les gérer. Parce que quand un homme politique est accusé, ce n'est pas la même chose que quand vous accusez un citoyen. La politique héroïse. Et quand on fait de la politique, quand on vous accuse, c'est difficile. Mais souvent, la plupart des condamnations, c'est des condamnations, c'est quand même pour des infractions de droit commun. Ce n'est pas des délits politiques, c'est des infractions de droit commun. Ce qui change, c'est juste la personne qui les a commises. Voilà pourquoi, et je vais terminer par là définitivement, Maître Oumar Youm, votre plaidoyer, il est entendu. Et je vais le relayer au niveau de quelqu'un qui est déjà convaincu de ça, le président de la République. Le président de la République est convaincu qu'il faut tourner la page. Ça arrive, c'est les péripéties de l'histoire. Il arrive,
dans l'histoire d'un pays, voilà, qu'il y ait des condamnations, on l'a connu dans toute l'histoire du Sénégal, mais aussi dans d'autres pays, même parfois de démocratie avancée. Mais il faut savoir, Maître Youm, j'en conviens avec vous, tourner la page. Et c'est la conviction profonde, c'est l'intime conviction du président Macky Sall. Personne ne l'a forcé. Personne ne l'a forcé. C'est de son propre chef. C'est spontanément qu'il a décidé d'initier des mesures visant à redonner à ces personnes qui avaient fait l'objet de condamnation leurs droits civiques et politiques. Il nous a demandé de regarder les meilleures modalités. Évidemment, il y en a plusieurs, mais je suis d'accord avec vous que la voie juridique, la modalité juridique la plus efficace, la plus simple, la plus réhabilitante, finalement, je crois que c'est l'amnistie. Et je prie le bon Dieu pour qu'on en arrive et qu'on retrouve dans notre pays la concorde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole.